On va passer à l'établissement suivant. Donc, on accueille Monsieur Dupré et Monsieur Piriou du CHS de Lyon pour nous parler de leur retour d'expérience concernant l'isolement et la contention dans un secteur particulier qui est la santé mentale. Oui, bonjour à tous. Je suis Alain Dupré, directeur des soins au CHS d'Auxerre et aussi directeur qualité. Je tenais à remercier les organisateurs pour avoir une fenêtre un peu sur notre organisation et nos interventions en lien avec l'isolement-contention, puisque c'était un travail important au niveau de l'établissement. Je dirais un projet médico-soignant sur quelles étaient les alternatives à l'isolement-contention et comment on pouvait l'organiser au sein de notre établissement. J'y voyais différents aspects. L'aspect déjà architectural, c'est-à-dire dans notre prise en soin dans les unités de soins, c'était comment l'isolement et la contention pouvaient être éviter au mieux et par des alternatives, soit par exemple la salle de désescalade mis en place, des espaces de détente ou des possibilités aussi d'espace en lien avec la possibilité d'exprimer une énergie physique plus importante, mais également la place du patient. Il me semble que c'est important que et l'HS l'a bien précisé en préambule, on ne peut plus travailler sans le patient et sans son souhait et le pourquoi de son hospitalisation. Et on voit qu'au travers de l'isolement-contention, à travers le plan de prévention partagée, au travers des retours d'expérience, mais également dans le cadre de sa prise en charge, dans le cadre de son hospitalisation, les équipes doivent être à l'écoute par rapport à son souhait, qu'est-ce qu'il vient faire en hospitalisation et qu'est-ce qu'il attend de l'hospitalisation. Je dirais également cette organisation, elle ne peut pas se faire sans une formation, une acculturation des équipes médico-soignantes, c'est-à-dire de la formation continue, et également au sein des unités, des retours d'expérience. Alors, M. Piriou va vous présenter le déroulé de cette fenêtre, cette expérience que l'on a mis en place au sein du CHS, mais je dirais qu'on a développé également au sein de l'établissement une cellule concernant l'isolement-contention. Vous parliez tout à l'heure une question sur les nouveaux arrivants. Il me paraît essentiel que nos pratiques soient communes, comprises de tous, et que la prise en charge, elle soit concordant avec l'ensemble des prises en charge pour l'ensemble des patients. Voilà, il me semble que c'était les grandes lignes. Donc, je vais laisser la parole à M. Piriou et je reviendrai ensuite. Bonjour. Donc, je vais vous parler d'une expérience d'une unité d'hospitalisation que j'ai pris en charge sur une affectation qui est au Nord-Yonne en 2017. Auparavant, j'étais sur le Sud en tant que cadre supérieur de santé. L'unité d'hospitalisation à temps complet de psychiatrie adulte accueille la population adulte du secteur 1 du CHS de Lyon. Elle dispose d'une capacité de 35 lits, dont 10 pour les soins sans consentement en service fermé, avec en sus 2 chambres d'isolement dans un bloc distinct, je reviendrai. Le secteur 1 donc, couvre le Nord-Yonne, c'est-à-dire 117 communes, avec un large territoire géographique, allant de Villeneuve-la-Guyard au nord jusqu'à Villeneuve-sur-Yonne au sud, une croissance de la population de 1% par an, qui est tirée par des apports de population du sud francilien, et beaucoup de personnes ensuite qui font la navette vers Paris en journée. Nous avons une activité conséquente, 9095 journées d'hospitalisation. J'ai avancé. Voilà. 9095 journées d'hospitalisation, une petite réduction de 11,6% par rapport à l'année 2023, un taux d'occupation de 71%, une durée moyenne de séjour de 23,9
Là, c'était un grand travail aussi. Ça rejoint ce que je vous présente sur l'isolement-contention, parce que ça touche les patients au long cours. Et nous avons réalisé 23,64% des hospitalisations en soins sans consentement pour l'ensemble du CHS de Lyon. Concernant particulièrement l'isolement-contention, 76,66% des mesures sont liées à un passage à l'acte hétéroagressif avec agitation psychomotrice et opposition active aux soins. Viennent ensuite les risques suicidaires majeurs. Il s'agit de protéger le patient d'un passage à l'acte que l'on sait être imminent, dernier recours, et la déambulation empêchant tout repos. Les pathologies concernées, pour plus de 50%, on est dans les psychoses. Ensuite viennent les troubles bipolaires, les troubles du comportement. Les mesures d'isolement sont majoritairement mobilisées pour des patients jeunes, masculins, d'une très légère majorité, 52% d'hommes, 48% de femmes sur l'année 2024, avec un âge médian de 38 ans. Alors, nous avons des chiffres qui sont favorables sur l'année 2024, qui motivent cette présentation, mais je reste, moi, extrêmement humble. Voilà. Sur ces chiffres, évidemment, c'est le fruit d'une stratégie. Je vais essayer je l'ai structuré autant que possible pour ce retour d'expérience. Je reste, je dis humble parce qu'il y a le H de humain. Il suffit évidemment d'avoir des patients, des cas très complexes, comme nous en avons eu dans le passé, pour modifier ces chiffres. Mais enfin, donc, en arrivant sur cette unité d'hospitalisation en 2017, un des points que j'ai noté en retour d'expérience, que j'ai vu vers Alain Dupré, c'est qu'il fallait que j'agisse sur un phénomène d'isolement que je trouvais trop élevé. Voilà, d'isolement-contention. Nous avons une tendance baissière au sein de l'unité qui a débuté en 2021 et avec donc une très forte accélération de ces chiffres. Hein, donc on peut s'en féliciter et on s'en félicite et maintenant il s'agit de continuer. Réduction très forte, donc elle est à l'écran, donc 83%, concernant l'isolement, hein, 83% de réduction 2023-2024. Concernant les mesures, 54% de réduction. Sur les 24 mesures, vous voyez, 52 en 2023, 24 en 2024. Sur les 24 mesures, nous en avons 14 de jour, 10 de nuit, dont 4 la nuit en admission directe. Hein, les patients viennent par les services des urgences du CH de Sens où ils sont bilantés et ensuite ce sont des situations risques suicidaires majeurs pour l'une et le reste des situations d'hétéroagressivité. Pour les patients concernés, donc réduction de 48% du nombre des patients, de 35 patients à 18 en 2024. La durée chute de manière très importante, durée moyenne de 78 heures en 2023, nous passons à 29 heures en 2024. J'ajoute que 68% des mesures ont été arrêtées avant la 48e heure et aucune mesure après la 96e heure. Concernant la contention, nous avons des chiffres de réduction qui sont en ligne avec les chiffres de l'isolement. Nous avons une réduction de 77% du nombre des journées, 52 à 12, une réduction de 61% des mesures, nous passons de 13 à 5 mesures sur l'année 2024. Le nombre de patients concernés est en chute, réduction de 75%. De 12, nous passons à 3 patients pour toute l'année 2024. Et sur les durées de contention, une réduction vertigineuse, donc de 88 heures durée moyenne à 32 heures, et aucune mesure de contention supérieure à 65 heures. Alors nous avons mis en place des dispositifs, on va dire, de prévention, mais qu'on pourrait appeler de la mise en contention ou en isolement, mais je dirais plutôt des dispositifs de promotion des solutions alternatives. Plusieurs leviers sont mobilisés pour éviter le recours à ces mesures d'isolement-contention. Elles s'articulent, elles sont interdépendantes. J'identifie 4 domaines. Le premier, et c'est une œuvre de longue haleine, d'instaurer une culture d'unité pour promouvoir des mesures alternatives.
Le second domaine que nous verrons, c'est développer une relation de soins de qualité avec le patient et une alliance thérapeutique. Viennent ensuite la formation des agents et un environnement thérapeutique. Voilà les 4 domaines que nous allons voir. Le premier, donc, concernant la culture d'unité pour promouvoir des mesures alternatives. Il s'agit de mettre en place un collectif de soins et de travail qui assure une réflexivité soignante pour déterminer les alternatives. L'isolement et la contention mécanique doivent être effectivement des mesures de dernier recours par une équipe soignante afin de répondre à une situation de crise. Le premier pilier, et c'est l'œuvre au quotidien du cadre, ça a été de porter auprès des soignants, jour-nuit, par le cadre, avec mon appui, l'appui des médecins, une nouvelle dynamique de prévention de la violence et de l'agressivité. Et je dois dire que nous avons formé un excellent binôme avec 2 cadres successifs qui nous permettent d'arriver à ce résultat. Le discours du cadre sur la nécessité de développer la réflexivité des soignants pour des alternatives à l'isolement et à la contention se fait entendre chaque jour lors des staffs matinaux et lors des temps de transmission interéquipe. Ceci a indéniablement contribué à une réduction du nombre de ces mesures par une augmentation importante des propositions de soins sur les phases de prodrome. Nous avons littéralement changé de paradigme. En termes de réflexivité, pour arriver à cet objectif, l'apport de la pluridisciplinarité est à souligner. La diversité des points de vue sur les situations cliniques aide à limiter les mesures coercitives. Interviennent, en termes de pluridisciplinarité, la psychologue de l'unité, l'assistante sociale, les psychiatres qui sont disponibles. Nous avons 3 psychiatres pour l'ensemble du secteur, évidemment, c'est une richesse. Même si nous en avions 5 auparavant et nous sommes en réduction, hélas. Ils sont particulièrement sensibles à la moindre problématique en lien avec l'isolement et la contention. Leur présence au temps de transmission stimule les agents, participe à la réflexivité nécessaire pour l'évitement des mesures. Moi-même, j'interviens en soutien du cadre pour enrichir la réflexion, c'est-à-dire je diffuse des articles sur l'éthique pour soutenir la réflexion soignante, sur les enjeux juridiques, les valeurs soignantes. Je dois dire que je suis aussi référent bientraitance pour l'ensemble de l'établissement. Le second pilier donc, est de réaliser systématiquement un retour d'expérience animé par le cadre à chaque mise en isolement. Un véritable rétex avec une méthode d'analyse. On utilise Orion. Voilà. Et chacun contribue. Il n'y a pas d'agent supérieur aux autres. Voilà, ça va, nous allons de l'ASH au psychiatre. Voilà. Nous décortiquons l'événement et essayons de trouver des mesures alternatives. Le patient, il intervient également en tant que partenaire. Je viendrai plus tard sur le sujet. Ces temps d'échange sur les situations cliniques ont permis de repérer l'existence de savoirs expérientiels au sein de l'équipe concernant les mesures d'isolement. Ces savoirs expérientiels sont des exemples de situations où l'on a réussi à éviter une mise en isolement et nous nous en inspirons pour développer ensuite, systématiser avec méthodologie, matériel, etc., des éléments qui nous permettent de généraliser et d'atteindre nos objectifs. L'espace de désescalade, produit en 2022, est directement issu de ces savoirs. Le cadre a pu s'appuyer en termes d'exemples par rapport à de nouveaux agents pour instaurer de nouvelles pratiques sur les situations de violence-agressivité. Je vais parler également des dispositifs de soutien qui existent sur l'ensemble du CHS de Lyon. Je me tourne volontairement vers Alain Dupré, parce qu'il en a été le promoteur. Les soignants de l'unité savent qu'ils bénéficient du soutien institutionnel sur les situations de violence-agressivité. Nous nous soucions beaucoup, au CHS de Lyon, de l'impact d'un acte hétéro-agressif subi par un soignant. Le cadre porte une attention particulière à ce psychotrauma, souvent masqué par le soignant, au retentissement qu'il a sur lui pour qu'il n'y ait pas un changement de pratique. Voilà, une peur qui soit générée, un stress excessif. Il active, si nécessaire, un dispositif institutionnel de soutien, une psychologue du travail. Il ne s'agit pas que le soignant soit pris en charge, accompagné par une psychologue qui est également une personne qu'il voit au quotidien.
C'est une personne qui est distincte du cadre de travail. Et enfin, moi-même, en compagnie du cadre, bien sûr, hein, c'est un travail de partenariat, mais de manière quand même assez indépendante, je reçois l'agent et je l'accompagne. Ça peut être sur plusieurs mois. Je le revois, etc. Voilà, pour m'assurer que tout va bien. Bref, c'est prendre soin des soignants. Le deuxième pilier, deuxième domaine, c'est la formation à la gestion de la violence-agressivité. Et je me suis fixé un objectif de 100% de l'effectif. Tous ceux qui connaissent les dispositifs de formation savent que la psychiatrie est insuffisamment enseignée en formation initiale. Nous recevons, alors que ce soit des jeunes diplômés ou des personnes venant en santé mentale après un premier exercice professionnel, personnes qui sont désemparées sur la gestion de situations de violence-agressivité. Il faut, dans ce domaine, un véritable choc d'apport de compétences. Sur l'année, je l'avais vu en 2023 par rapport au nombre d'agents et prévu une formation de groupe. Donc, nous avons carrément 14 agents formés. Et c'est Omega, méthode de pacification, hein, qui est en support. Nous avons d'autre part un plan de formation CHS de Lyon sur lequel nous disposons de quotas de places au niveau du secteur 1 chaque année. Hein, donc formation, gestion, violence, agressivité systématique. Viennent ensuite la formation entretien infirmier, relations d'aide systématique, la formation bien-traitance systématique, formation bien-traitance qui invite à la réflexion clinique. C'est le deuxième pilier et c'est absolument indispensable. On n'arrivera à rien si on n'a pas des soignants formés en face de nos patients sur les phases d'hétéroagressivité. Le troisième domaine, c'est développer la qualité de la relation de soins. Le premier point, je dirais que c'est quand même la base en psychiatrie, hein, et c'est l'entretien. Et des entretiens infirmiers réguliers, des entretiens avec la psychologue, l'assistante sociale, des entretiens médicaux. Nous avons mis en place dans l'unité dès 2018, après mon arrivée, avec le cadre, un indicateur sur les entretiens infirmiers, nous permettant de savoir immédiatement quand les derniers entretiens avaient été faits. Ça, c'était toujours dans le but de développer cette culture générale, hein, voilà, dont je vous ai parlé. Les soignants exercent avec empathie. On me dira, c'est bien la moindre des choses, hein, chacun se doit d'être bien traitant. Mais là, on a un objectif qui rentre directement dans la mise en œuvre, dans l'unité de soins, des apports de la formation. Les soignants savent se montrer disponibles, utilisent la négociation, l'humour, l'écoute active, des méthodes de pacification apprises en formation à la gestion de la violence-agressivité pour désamorcer des situations d'extrême tension. Les soignants s'attachent à construire un lien de confiance, une alliance thérapeutique, sont souvent référents des mêmes patients afin de s'assurer d'une bonne connaissance de leur histoire de vie pour déceler les prodromes annonciateurs d'une situation d'agitation, d'une situation de crise. Pour permettre aux soignants de s'acculturer cette meilleure connaissance de l'histoire de vie de la patientèle, nous avons mis en place un fonctionnement en équipe fixe sur la partie fermée de l'unité. Nous avons encore deux autres points qui sont importants en structuration. Le premier, c'est le développement des PSP, projets de soins personnalisés pour la patientèle au long cours. Je vous ai parlé d'une durée moyenne de séjour à 23,9, ce qui reste quand même assez haut. On était beaucoup plus élevé il y a quelques années, on était sur du 26, presque 27. Voilà. Donc là, on a un dispositif méthodologique de lutte contre l'hospitalisation longue en psychiatrie et Dieu sait si on a des situations complexes et une insuffisance de réponse favorable de la part des structures d'aval. Nous ne leur en voulons pas, hein, mais nous savons que nous avons des patients qui ont des troubles du comportement très importants. Ces patients, souvent, sont concernés par les passages à l'acte hétéroagressif. Nous avons un dispositif de prise en charge spécifique qui contribue à la réduction du recours à l'isolement par une prise en charge développée et très adaptée aux patients. Donc, projet de soins personnalisés. Nous avons également, ça c'est un dispositif innovant national sur lequel nous avons rebondi, c'est les plans de prévention partagés. Le patient est acteur de sa prise en charge, il est sollicité
Il s'agit de reconnaître l'expérience vécue de la personne, renforcer son autonomie et son bien-être, instaurer une relation de confiance avec elle, favoriser une collaboration mutuelle et améliorer la qualité et la sécurité des soins. Derrière tous ces grands mots, c'est un entretien patient, infirmier, et on travaille sur les prodromes, on travaille sur les leviers à mobiliser pour que tout le stress qui va entraîner un passage à l'acte soit décodé de manière à déterminer des leviers à mobiliser pour éviter cette situation finale de crise. Voilà. Avec, je dois dire, quand même de bons résultats. Nous avons 2 unités à Auxerre qui travaillent spécifiquement sur ce sujet. Je vais revenir maintenant sur le cadre général. Et il est important. Évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes architectures de locaux, mais l'environnement thérapeutique est un domaine très important à travailler. Il faut apporter de la qualité dans la vie de nos patients, certes, mais il faut le faire de manière très structurée. Notre service fermé, lorsqu'on le visite, je vois par exemple des jeunes en formation qui arrivent, ça casse les codes, ça casse les images. Ils disent mais c'est ça un service fermé, mais il y a un calme dans votre service. Et oui, on est dans un service de psychiatrie. Nous avons des patients en soins sans consentement, des situations de crise. Vous n'entendez pas un bruit. Voilà. Une ambiance apaisée et contenante, donc il règne au sein du service fermé, une certaine quiétude qui évite les stimuli pouvant accentuer certains états d'agitation. Ça se travaille au quotidien. Vous avez toujours des soignants présents vers les patients. Voilà. Et la deuxième règle, c'est une souplesse concernant les règles de vie en collectivité. Et qu'est-ce que j'ai pu voir dans le passé des soignants, malheureusement, hélas, rigides sur l'application de règles et qui font monter une situation qui aurait pu se détourner de manière assez rapide. Et pour ça, tout le monde doit se mobiliser. C'est un plan de crise. Voilà. Nous n'avons pas le droit de fixer des règles rigides. Voilà. Elles doivent être systématiquement individualisées, personnalisées, revisitées, et il faut savoir faire des exceptions. Donc, aucune rigidité dans l'application. Évidemment, lorsqu'il y a une entorse à des règles de vie générales posées, ces entorses doivent être validées par le médecin et par l'encadrement. Il y a un encadrement H24 et des médecins H24 joignables dans cette unité. Et donc, voilà. Je vais vous donner un exemple tout simple qui me parle, c'est les fameuses pauses cigarettes. Ouais. En psychiatrie, je suis arrivé, voilà, il y a une cigarette toutes les 2 heures, toutes les une demi-heure. Le patient veut absolument fumer. Voilà. Vous voulez l'exemple. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on adapte. Voilà. Ça peut être aussi le fait de vouloir absolument joindre son tuteur. Voilà. Voilà. Eh bien, on s'adapte, on se met au service du patient, change de paradigme et on règle, on apaise. Voilà, on est bien traitant. Et on obtient comme ça un évitement d'une situation qui était en train de monter vers un acte d'hétéroagressif. Une circulation et des déambulations autorisées, ça c'est très important. Nous avons la chance d'avoir quand même des espaces assez vastes. Bon, le patient, il peut y circuler évidemment sous respect, dans le respect des autres, il circule librement. Nous avons également un patio, une cour assez vaste. La cour, elle est systématiquement ouverte avec un patient qui est présent pour surveiller. Voilà. Des médiations sportives. Ceci n'existait quasiment pas. On avait juste un équipement sportif, une table de ping-pong quand je suis arrivé en 2017. Voilà. Dans le cadre de notre plan d'action, nous avons dans la partie fermée un vélo elliptique et un vélo home trainer, donc la table de tennis de table, systématiquement à disposition des patients. Ça permet un déchargement pulsionnel. Voilà.
Et les patients apprécient particulièrement, cela contribue à des situations d'apaisement. Nous avons également un outil qui est cette fois-ci dans la partie ouverte de l'unité, qui est une grande salle de sport avec énormément d'équipements. Nous avons des soignants formés au sport adapté et où le patient, même s'il en soit un consentement, pas de problème, il va aller, mais en prise en charge duel, dans la salle et ensuite il retournera en service fermé. Ça, l'utilisation des médiations sportives. Autre point, utilisation des médiations à récréation. Nous avons une salle d'activité à la jonction entre notre partie ouverte et notre partie fermée. Nous avons 4 référentes infirmières à récréation et ce média est très utile, très apprécié des patients, permet une gestion du stress, des émotions, à la créativité du patient de se libérer. Et cette salle est mobilisée et contribue fortement à une amélioration sur certaines pathologies, un abaissement du stress. Nous avons le développement des projets de soins personnalisés, ça je vous l'ai déjà évoqué. Le dernier point, c'est la salle de désescalade. C'est un élément majeur. Alors, ça existe donc sur l'unité du Nord-Lyon, ça existe également dans les autres unités fermées du CHS de Lyon. Voilà. Nous avons créé dans cette unité, par reproduction de ce qui existait dans une autre unité soins du CHS de Lyon, une salle de désescalade. Cette salle de désescalade dans la partie fermée de l'unité, elle a été, c'est pas un discours, construite avec les soignants. Je dis, moi, écoutez, c'est un investissement, hein, c'est onéreux. On ne va pas faire une salle de désescalade parce que les autres en ont une. On va construire un outil qui correspond exactement à vos besoins. Cette salle on a été suivi par la direction. Nous avons une belle salle de désescalade. Elle a été utilisée 60 fois durant l'année 2024. Vous avez un patient qui est sur un prodrome, une situation d'hétéroagressivité montante. Il y a tous les volets que je vous ai développés et il y a également donc, la possibilité qu'il se rende dans cette salle de désescalade qui est toujours en compagnie d'un soignant. S'y trouvent plusieurs équipements qui permettent un déchargement de pulsion. Donc on a un sac de frappe, grande box. On a encore un autre vélo d'appartement et on a un espace cocooning sur un autre versant, prise en charge. Hein. Voilà. Un immense pouf enveloppant, musique douce, et là il y a une prise en charge de L. Ça permet de décharger colère, pulsion hétéro-auto-agressive. Voilà. Et enfin, malheureusement, si la situation arrive au dernier recours, eh bien, nous avons la mise en isolement. Cette mise en isolement, c'est un échec de l'ensemble des mesures que je vous ai présentées. Eh bien, nous avons un autre défi qui est devant nous. Ce défi, c'est d'en réduire la durée. Nous avons un principe cardinal, c'est que la mesure doit être systématiquement aménagée. Voilà. Il est hors de question, ça c'est de la maltraitance, de placer le patient en isolement, fermer la porte et repartir. Ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Non, le travail continue de manière aussi intensive. Ce principe d'aménager systématiquement une mesure d'isolement vise 2 axes. Le premier axe, c'est une amélioration de la clinique afin de réduire la durée, évidemment. Le deuxième axe, c'est de rendre le séjour du patient en chambre d'isolement le plus supportable possible. Nous avons un espace d'isolement, 2 chambres, un salon séparatif, des mobiliers adaptés. Hein, voilà, ils sont en mousse, voilà, permettant d'éviter des impacts pour le patient si jamais il y a une situation et une nécessité voilà, que l'on intervienne. Chacun est en sécurité, le mobilier n'est pas dangereux. Le patient dispose d'un dispositif d'appel dans la chambre qui lui permet de joindre systématiquement l'équipe soignante. La mise en isolement s'accompagne de précautions pour la sécurité du patient, la sécurité des personnels, mise en pyjama, retrait des objets personnels qui sont consignés dans un casier individualisé. Les soignants aménagent très rapidement la pratique d'isolement au regard de l'évolution de la clinique,
afin de favoriser un accompagnement vers la levée de l'isolement. Et nous avons un principe, c'est que dès que l'évolution de la clinique le permet, le patient sort ponctuellement. Il sort ponctuellement pour 4 points. Le premier point, c'est un repas, évidemment avec l'accord du patient, tout cela, un repas au salon de la partie fermée, puis retour en isolement. Première possibilité. Deuxième possibilité, réaliser une activité sociothérapeutique. On va aller en prise en charge duel, à récréation, toujours accompagné d'un soignant, en permanence, sur la sortie de la chambre d'isolement, une promenade, une déambulation accompagnée du soignant dans la partie fermée de l'unité, une sortie à l'extérieur, dans le patio, ça peut être pour fumer une cigarette, revenir, voilà. Donc le patient sort ponctuellement. Cette politique volontariste d'aménagement de la pratique d'isolement a contribué fortement à réduire le nombre des isolements et la durée des mesures. Dès que l'isolement est terminé, levé, le recueil du vécu du patient est systématiquement effectué. C'est une phase extrêmement importante. Nous visons 2 objectifs. Le premier est d'évaluer le ressenti du patient. Il s'agit d'identifier un éventuel traumatisme, une incompréhension, peut-être des maladresses de notre part, de manière à aménager nos pratiques concernant le séjour du patient en isolement. Le deuxième objectif, c'est de travailler sur les circonstances qui ont amené cette mise en isolement. Nous essayons d'identifier des leviers à mobiliser pour éviter une nouvelle mise en isolement. Et là, on rejoint les plans de prévention partagés. Enfin, il y a un retour d'expérience systématique qui est animé par le cadre avec son équipe sur cette mise en isolement. Il va falloir bientôt conclure. Au niveau du timing. Je conclus en disant que nous activons ce qu'a dit M. Dupré, c'est-à-dire une cellule intersectorielle qui s'appelle Gravir, le cas échéant, de manière à ce que les retours d'expérience ne soient pas uniquement au niveau de l'unité, mais également avec un accompagnement de pairs du CHS de Lyon. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous. Est-ce que certains ont des questions ? Oui, bonjour. Je travaille au CHS de Saint-Hilly. Disons que les pratiques ne sont pas les mêmes que chez vous. Je voulais savoir si le personnel soignant était le même dans pavillon fermé et ouvert, en fait. Ou si vous aviez un personnel attribué pour l'unité fermée et une pour l'unité ouverte, et si elle était supplémentaire en unité fermée ou pas. On a une équipe dédiée sur l'unité et qui se répartit sur le côté fermé ou le côté ouvert. En général, il y a des soignants qui préfèrent travailler côté fermé. Et c'est vrai qu'on a une prédominance de professionnels qui est plutôt du côté fermé que côté ouvert. Voilà, c'est plutôt... mais généralement, ça peut tourner. C'est pas quelque chose... je dirais, la formation, elle concerne tout le monde. Parce que vous pouvez très bien voir du côté de libre une personne qui décompense et qui nécessite un isolement. Et donc là, pareil, il va y avoir tout le process que Pascal vous a présenté avant d'arriver à l'isolement ou de déclencher un mode d'hospitalisation sous contrainte. Et est-ce que vous avez des PTI ? Oui, nous avons des PTI dans chaque unité. Là, actuellement, on a réorganisé nos services par manque de médecins. Donc, on a réduit la voilure au niveau de l'offre de soins en hospitalisation. Et les PTI sont nécessaires. Plus de 80% de nos soignants sont des femmes. Et au regard de la population, les PTI sont nécessaires. Alors, je précise que les PTI, c'est un dispositif en fait pour faire appel à... Enfin, il y a plusieurs alarmes. Il y en a une pour le pavillon, après pour un autre pavillon. Enfin, voilà. C'est pour professionnels isolés.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, vous parliez des plans de prévention partagés. Je voulais savoir, dans les unités qui utilisent cet outil, si vous développiez cet outil pour l'ensemble des patients ou pour certains qui sont identifiés par ailleurs. L'ensemble des patients est concerné par un PPP. Voilà, ce n'est pas restrictif. Après, nous sélectionnons, bien sûr, les priorités. Mais voilà. Si je peux me permettre de rajouter, le plan de prévention partagée est aussi à développer sur l'ambulatoire. C'est-à-dire, on acculture nos professionnels également, lors de leurs entretiens, d'aborder cette approche. Excusez-moi, juste, je vais revenir sur le plan de prévention partagée. Vous dites tous les patients, mais c'est-à-dire qu'il y a un libre choix quand même. Le patient n'a pas d'obligation à avoir un plan de prévention partagée. Absolument, le patient est acteur. Le patient est acteur. Alors il est auteur pour le coup. Et auteur, oui. Il est acteur de sa prise en charge et tout se réalise avec lui, avec son consentement. C'est ça, Voilà. donc mais en fait 100% Alors, des patients, oui. on Alors 100% est éligible, 100%. mais je veux dire que nous avons commencé par les phases, enfin les patients à hétéroagressivité récurrente. Voilà, nous avons commencé sur la partie fermée, voilà, en priorité. D'accord. Et est-ce que vous avez identifié ce qui favorisait l'adhésion des patients à ces plans de prévention ? Alors, pour moi, je pense que l'alliance thérapeutique, la confiance aux équipes soignantes, et je dirais qui permet justement la mise en confiance, de pouvoir verbaliser et de pouvoir exprimer tous les prodromes qui peuvent entraîner un début d'agressivité. Et je trouve que c'est un travail de longue haleine. C'est pas un entretien, je vous demande et ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a tout un travail d'un cursus. Quand M. Piriou vous parle d'une durée moyenne de séjour, c'est sur la durée du séjour que les choses peuvent se faire. Il y a certains patients qui ne vont pas capter, ils ne vont pas amener de la matière par rapport à notre attendu. Ce n'est pas grave, on va travailler différemment. L'idée, c'est quand même de tendre vers. Et quand on dit 100%, quand M. Pascal disait 100%, ils sont tous éligibles. Mais sur les 100%, il n'y en a peut-être que 30% qui vont apporter des éléments concrets. Et juste pour terminer sur le sujet, l'outil que vous utilisez, c'est le plan de crise conjoint ? Alors, je ne suis pas un grand pro, oui. Oui, non, parce qu'il y a plusieurs outils dans les plans de prévention partagés. Oui, c'est celui-là. Ouais, ce que vous évoquiez, à la fois le levier des Alors, ressources. C'est directement relié au dossier patient informatisé. Hein. Voilà, bien sûr. Voilà, ça fait partie intégrante du dossier du patient. Merci. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour votre intervention. On peut vous applaudir.